Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parler d'électrisation et de désélectrisation. Je suppose que le mot vous dit quelque chose. Électrisation et désélectrisation auront quelque chose qui a à faire avec le transfert de cette propriété électrique que nous, on a appelée la charge. Alors, pour mieux comprendre ces principes et comment on peut le faire, on va reculer un peu et regarder plus près de la matière. Alors, on va prendre un bloc de matière, ceci, et on va voir que ces blocs se composent de molécules, etc., et que dans ces molécules, il y a des atomes. Et ce sont les atomes, finalement, qui vont nous intéresser. Et les atomes sont des structures où on a un noyau qui est positif, parce qu'on a des protons qui sont dans le noyau. Les neutrons, finalement, ne vont pas compter parce qu'ils ne possèdent pas de propriété électrique. Et autour, on va trouver deux électrons qui, eux, sont négatifs. Maintenant, grosso modo, dans un gramme de matière, on va trouver autour de 10 puissance 23 de protons et 10 puissance 23 électrons. Maintenant, d'où vient ces chiffres? Ça vient, en fait, du nombre d'Avogadro que vous connaissez. Ça va nous donner, grosso modo, les charges. Alors, un bloc de matière qui a 10-23 protons et 10-23 électrons sera neutre. Pourquoi? Parce que quand le nombre de protons est égal au nombre d'électrons, même si on a vraiment beaucoup, finalement, les charges vont s'annuler et notre bout de matière sera neutre. Notre matière aura une charge seulement si on peut arriver à l'électriser. Ça veut dire soit, en fait, enlever des électrons, soit ajouter des électrons. On a dit que oui, on pourrait faire ça avec les protons, mais pour la matière qu'on va étudier cette année-ci, qui sont finalement des solides, ce n'est que les électrons qui peuvent s'échanger. Les protons peuvent bien s'échanger dans des solutions, mais on laisse ça au domaine de la chimie. Alors, pour électriser, ça veut dire pour créer des fausses, soit d'électrons, soit des protons. Ça veut dire, voilà, soit ceci, soit ceci. Je vais mettre le plus et le moins, comme ça vous voyez bien le charge. Pour créer l'un ou l'autre, ou là où la matière avec plus de protons, ça va être une matière positive. Alors, on aura chargé ou électrisé positivement. OK? Et là, comme on a plus d'électrons, plus de négativité, si vous voulez, on aura chargé ou électrisé la matière négativement. Est-ce qu'on peut le faire? La réponse est bien sûr qu'on peut le faire, sinon on ne parlait pas de ça. D'abord, toute la chimie, finalement, est basée exactement sur cette possibilité. La possibilité de donner ou enlever des électrons à des atomes qui deviennent des ions et alors après, ils peuvent entrer dans des réactions. Les atomes qui sont difficiles d'ajouter ou d'enlever, comme par exemple dans les gaz nobles, vont pas réagir avec quoi que ce soit, exactement parce que il y a une difficulté de faire des échanges d'électricité. Maintenant, comment finalement on électrise? En chimie, par exemple, comment on électrise? Si on a un noyau 1, un noyau 2, peut-être ceci est beaucoup plus de protons et c'est beaucoup plus près que ça, disons, ça c'est un tout petit peu. On a des électrons, ici on a des électrons, ici, comme on a plus de positifs, l'électron ici, s'il est assez près, peut être attiré vers le plus positif. On a dit que les charges qui sont opposées s'attirent, alors l'électron va être attiré vers C+, mais si c'est positif est beaucoup plus fort, l'électron va choisir le plus fort, même si ça appartient à un autre atome.
Alors, qu'est-ce qui va se passer? C'est si finalement cet atome 1 va devenir un ion négatif et ça va laisser le 2 en tant qu'ion positif parce que il aura perdu son électron. Vous connaissez de la chimie qu'on peut perdre 1, on peut perdre 2, on peut perdre 3 électrons. Ben, ça dépend finalement des structures et des orbites électroniques. Maintenant, on va pas rester là-dedans parce que nous, notre intérêt, ce sont des blocs de matière. Ça nous intéresse pas trop finalement là, quel est le plus électronégatif, qu'est-ce qui va attirer plus les électrons. Tout en disant ceci, ici, cette idée-ci va vraiment travailler dans la première mode d'électrisation, la première façon d'électriser. Alors, je l'efface et on entre dans le comment le faire. Alors, pratiquement, comment est-ce que je peux créer des fausses, soit des protons, soit des électrons dans la matière. Alors, la première méthode, c'est, on lui donne un nom grec et ça s'appelle la triboélectricité. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, ceci veut dire frotter. Alors, la triboélectricité, l'électrisation par frottement, qu'est-ce qu'on a? On peut prendre, disons un bâton, une matière, ça peut être n'importe quelle forme, mais disons qu'on a un bâton, c'est ça ce qu'on a vu en classe, et on prend, un petit torchon ici, et on commence à frotter. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme en chimie, on apporte de tout près, parce que quand on frotte, on pousse aussi un peu, on apporte vraiment tout près les atomes, disons, appartenant au torchon et des atomes qui appartiennent au bâton. Alors, si on prend par exemple un bâton plastique, ok, peu importe lequel, vous verrez pourquoi je donne cette précision, un torchon par exemple de laine, ce qui va se passer, il y aura 2 électrons qui vont partir du torchon et vont entrer dans le bâton. Pas pas nécessairement dans, mais autour. Alors, comme le torchon va donner des électrons au bâton, le bâton va devenir négatif et le torchon va devenir positif. Maintenant, expliquons pourquoi j'ai mis la plastique, j'ai mis la laine. Il y a différentes matières et ça vous connaissez. Il y a des matières qui vont avoir plus facile à donner des électrons. Il y a d'autres matières qui sont plus gourmandes pour prendre les électrons. En général, il y a tout un tableau que vous allez trouver dans le cours, mais en général, en règle générale, tout ce qui est naturel, alors des matières par exemple comme le verre, comme la peau humaine, comme la laine, etc., auront une tendance de donner d'électrons, sont des donneurs d'électrons, alors auront une tendance d'aller vers le positif. De l'autre côté, tous les polymères, plastiques, etc., eux auront la tendance de chipper d'électrons et de devenir négatifs. Alors, si vous avez un bâton en plastique, si vous avez un ballon de baudruche, etc., et vous le frottez avec la laine, ou contre vos cheveux, le ballon va devenir négatif et vos cheveux vont devenir, en fait, positifs. Ça veut dire que les deux sont électrisés. Alors, vous voyez que on parle de transfert. Alors, finalement, on n'électrise pas seulement une de deux matières, on va électriser le deux. Il y a un transfert, on peut pas générer ou faire disparaître de charge comme ça. On a parlé l'autre fois de la conservation de la charge, c'est toujours le cas. Alors, si par exemple le torchon perd des électrons, ça va être 10 fois plus, et ces fois, ça va dire que la charge du torchon
qui a perdu les 10 électrons, ça va être 10 fois la charge d'un électron, voilà, qui est perdu, ou la charge de proton extra qui reste, et ça va être en coulomb. Tandis que la charge du bâton, maintenant, les électrons qui sont partis de là, le 10, vont aller dans le bâton. Ça veut dire que la charge du bâton va être négative. Combien de fois 10 fois la charge de l'électron? Alors ça, 1,6, 10 moins 19 coulombs. Si on additionne le 2, on arrive au neutre pour un système qui est neutre comme il était auparavant. Alors, première méthode pour électriser, c'est de frotter. OK? Et de frotter de matières qui auront la tendance plus de prendre ou plus d'enlever. Si vous avez des morceaux de laine et vous les frottez, ben vous n'aurez pas vraiment voilà, quelque chose. Hein. Il n'y aura pas, parce que finalement c'est la même matière et vous aurez des transferts qui vont aller des deux côtés. Vous devez vraiment faire ces différences. La triboélectricité, c'est aussi la raison pourquoi en hiver, on a la tendance en fait de faire de petites décharges d'électricité, surtout quand on porte pas de laine, de vraie laine, mais de pulls qui sont plutôt plastiques, ou qu'il y a la laine, mais il y a plastique aussi. Parce que comme on se frotte toute la journée, on se frotte exprès, mais quand on bouge, etc., notre peau va se frotter contre ces vêtements qui va avoir du plastique. Notre peau est quelque chose de naturel, alors on a la tendance de devenir positif. On va donner au plastique qu'on porte des électrons, alors on va finir avoir vraiment un grand défaut entre le proton et l'électron, et ça doit en fait finalement s'égaliser, et c'est pour ça qu'on a la décharge. Mais on va parler de décharge un peu plus tard aussi. Je fasse ici pour passer à la deuxième façon d'électriser, et ça c'est par contact. Par contact, évidemment avec un corps déjà électrisé. Ok, j'explique ceci. Disons qu'on a un ballon. Ici, on a beaucoup d'électrons parce qu'on l'a électrisé avant par frottement. Et disons qu'ici, on a une barre de métal. Et les deux vont entrer en contact. Là, il y a beaucoup d'électrons et les électrons vont se repousser. Comme les électrons se repoussent, il y en a des électrons qui vont passer à l'autre matière, essayant de s'échapper, si vous voulez, de la force qui les repousse là. Alors, on a 2, 4, 6, 8. Alors, disons qu'au début, on avait 8 électrons de trop dans les ballons. La situation après, ce que ça va être, c'est on aura, disons, 6 ici, dans le ballon, et on aura 2 qui auront passé à notre bâton voilà, métallique ou autre. Alors, on voit qu'on peut avoir un transfert d'une matière à l'autre, d'une matière électrisée vers une matière qui n'est pas électrisée ou électrisée avec un signe opposé, etc. Tout en disant ceci, on doit toujours appliquer la loi de la conservation de la charge. On a commencé avec 8 électrons de trop avec les deux matières. On doit terminer avec 8 électrons de trop dans les deux matières de nouveau. Évidemment, là, les électrons sont répartis, on peut dire. Alors, 6 électrons de trop vont rester dans le ballon et on a 2 électrons en plus pour les bâtons. Les 2 seront négatifs, les 2 seront électrisés. Alors, voyons troisième cas. Je vais passer ici. Et troisième cas,
on appelle par influence ou par induction. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a, disons ici, un bâton. Et ce que je vais faire, je vais dire que ce bâton est en métal. Pourquoi j'utilise le métal? Le métal est un bon conducteur. Ça veut dire que dans le métal, les électrons peuvent vraiment se balader d'un côté à l'autre très facilement. Ça va fonctionner dans des cas, l'influence, l'induction, se passe aussi dans des matières qui ne laissent pas les électrons se balader. Alors voilà, ce qu'on appelle des isolants, mais c'est beaucoup plus évident quand on utilise le métal. Alors, disons qu'on a une barre de métal ici et on apporte un ballon de baudruche qu'on a déjà électrisé comme avant, disons 2, 4, 6, 8 électrons de trop. Alors, le ballon est électrisé et on l'approche vers le métal. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des forces qui vont se générer entre les électrons là et les électrons du métal. Ceci va repousser quelques électrons de l'autre côté. Attention, quand vous dessinez ça, même qualitativement, vous pouvez pas ici mettre 20 électrons qui vont partir. On aura normalement un peu moins des électrons ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des charges négatives, des électrons qui vont être repoussés vers ces côtés de la barre de métal. Et ces côtés, qu'est-ce qui va se passer? Ben, il y aura des protons qui sont nus, des protons qui auront moins d'électrons autour d'eux. Pas complètement nus, hein, bien évidemment. Alors, ce que vous voyez là, c'est qu'on a créé une instabilité de charge, un défaut d'un côté, un défaut de l'autre côté, alors on a déchargé. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi après? On pourrait lier ça avec un autre métal pour laisser les électrons partir encore plus loin, comme ça. Et puis, d'un coup, retirer cette barre de métal, ici, qui va être restée négative, avoir cette barre de métal qui va rester positive, mais maintenant, il y aura un réarrangement un peu de charge et comme c'est un conducteur, ça va être positivement chargé un tout petit peu uniformément partout. Et le ballon, qui sera maintenant loin, aura gardé ses charges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 électrons de trop. Alors, vous voyez qu'on n'a pas vraiment touché ici ces deux, mais la présence du ballon a influencé, voilà, c'est pour ça qu'on dit par influence, a influencé les électrons de la barre de métal de partir aussi loin que possible. Alors, finalement, en passant ces électrons par contact à un autre, on termine avec deux matières qui sont bien électrisées, une positivement, une négativement. Évidemment, là, on a la conservation de la charge. Alors, les électrons qui sont partis d'ici doivent aller quelque part, ne peuvent pas, en fait, complètement disparaître et sont exactement, en fait, dans l'autre matière. Et ça, on appelle l'électrisation par influence ou par l'induction. Maintenant, quand on parle, en fait, d'une matière comme un métal qui est une matière conductrice, cette matière sera bien électrisée. Si on apporte une matière qui n'est pas conductrice, alors si on a par exemple le ballon ici, qui est très chargé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on apporte un autre ballon. Ce ballon n'est pas chargé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comme les électrons ne peuvent pas partir vraiment à l'autre bout, il y aura une petite polarisation. Alors, les électrons vont rester dans l'atome, mais au lieu d'être vraiment comme les protons ici et les électrons qui sont autour formant une sphère, on aura quelque chose qui va être beaucoup plus comme ça,
vous voyez, ces côtés restent plus positifs et les électrons restent plus de temps du côté plus loin. Ça va créer une petite polarisation locale. Alors, on peut créer une petite électrisation qui est plutôt une polarisation locale par influence ou par induction. Alors, ça résume les 3 modes d'électrisation. Maintenant, passons à la désélectrisation. Alors, comment est-ce qu'on peut faire pour décharger, pour enlever ces défauts? Parce que, voilà, je suppose que vous comprenez bien qu'une matière qui qui est en manque d'électrons, va chercher des chipper des électrons parce que ce n'est pas un bon état d'être électrisé. Les choses ne peuvent pas rester électrisées pour toujours. Alors, comment désélectriser de la matière? Alors, je vais commencer par le plus spectaculaire pour aller au plus banal. Et les plus spectaculaires, ce sont les décharges électriques qu'on a dans le cas de nos vêtements, mais encore en plus grande échelle quand on a des foudres. Alors, qu'est-ce que c'est finalement le foudre? Dans le nuage, qui sont grands, beaucoup plus grands que nous on les pense, ici c'est la Terre. Vous voyez que la distance dans le nuage est plus grande que la distance de la Terre. Alors, on disait dans le nuage, il y a de petits glaçons d'eau et ces glaçons vont se cogner et vont s'électriser. Alors, selon en fait comment ça s'est fait, on peut terminer avec un défaut d'électrons ici en bas, disons 2, 4, 5, un surplus d'électrons ici, 2, 4, 5. Maintenant, vous voyez que cette distance est plus grande que cette distance-ci. Évidemment, on peut avoir le moins en bas, etc. Ça dépend en fait le cas. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? La Terre. La Terre, comme il y a de l'eau, comme il y a des ions, il y aura une conductivité et cette conductivité vient en fait d'une capacité énorme. Alors, la Terre peut avoir de toutes les charges et peut donner aussi bien que prendre. Alors, disons que ici on a un arbre. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Comme ici c'est vraiment très positif et on est quand même pas loin, les charges ici en fait, les électrons vont être attirés vers le haut. Alors il y aura des électrons de l'arbre et des électrons de la Terre qui vont arriver pour monter vers le plus haut. Si on a un bâtiment, disons ici, je sais pas, voilà, un bâtiment, une usine, disons, ok. Ici, tout en haut aussi, on va avoir plus de charges, négatives. Pourquoi? Parce que les électrons sont attirés vers le haut par les protons qu'il y a en surplus sur le nuage. Alors, ces forces peuvent, en fait, sont quand même très, très grandes, peuvent devenir tellement grandes que des électrons peuvent sauter ici de l'arbre pour aller dans le nuage et rencontrer le plus. Ou évidemment, vice-versa, si là on a moins, les électrons vont tomber pour trouver des électrons. Maintenant, dans le cas de foudre, que je suppose que vous avez compris, c'est exactement ça, ces décharges, ce passage de charge en fait entre cet échange de charge entre la Terre et le nuage. Ça peut être aussi parfois aussi des protons qui vont partir parce que là on est dans une situation où c'est en fait gaz, ces charges sont dans de gaz qui peuvent en tout bouger vers la Terre. Alors cet échange va être vraiment dramatique parce que il faut quand même beaucoup d'énergie pour faire enlever des électrons de la matière et l'envoyer jusqu'au nuage. Ces phénomènes vont créer de la lumière parce que cette énergie qui passe, ces électrons qui vont partir vers le haut
vont ioniser d'autres atomes, etc., etc., il y aura de la lumière et il y aura aussi un grand bruit qu'en général, on dit c'est la rupture du diélectrique. Ça veut dire que l'air là, qui normalement est isolant, ben, en laissant passer le charge, va se déchirer, va se casser momentanément. Et ça va donner, voilà, le phénomène qu'on connaît. Maintenant, de foudre, on n'a pas besoin d'avoir en grande échelle, on le voit lors de tempêtes, parfois, des orages, mais on peut avoir chez nous aussi, en hiver, c'est très très courant, de faire des décharges avec l'un l'autre, avec différents objets métalliques. Comment c'est fait? Comme on a dit, par triboélectricité, ben on avance, on se frotte, etc. Les matières plastiques vont prendre des électrons de notre corps, disons la main ici, et avec le pouce, va devenir très positif, voilà, on va essayer de chipper des électrons de différentes autres matières. Ça va créer des mini-foudres, vous le voyez. Si vous le faites, voilà, en soir, dans la chambre, disons, et tout éteint, et vous enlevez un tel pull qui a du plastique là-dedans, vous pouvez voir des petits étincelles. Ce sont le mini-foudre, si vous voulez. Et vous entendez aussi des craquements. Ces craquements, c'est exactement, en fait, finalement, des ruptures de diélectrique. Là, c'est en grande échelle avec grande distance. Là, c'est petite échelle, petite distance. Mais quand même, quand on a la décharge, ben, on les ressent. Voilà. C'est pas complètement anodin. Alors, on a dit pour désélectriser, la première méthode, c'est décharge. Alors, une décharge qui est violente avec des charges qui vont voler à travers l'air. Ben, deuxième méthode, c'est beaucoup moins explosif et c'est la mise à terre. Alors, c'est en partie ça qui est utilisé comme méthode dans le paratonnerre aussi. Alors, la Terre, la planète sur laquelle on vit, a une capacité énorme. Alors, il y a de charges et elle peut donner comme aussi accepter autant de charges possibles. Alors, si on a une matière qui est ultra positive et on relie avec un câble un conducteur qui va permettre le passage des ions et des électrons plus importants, pas des ions, des électrons, je voulais dire. Et alors, des électrons vont partir de l'intérieur de la Terre pour rejoindre la matière. Et finalement, cette matière, après un peu de temps, qui n'est pas très grand, sera neutre. Si on a une autre matière qui est très négative, et même un peu, et on la lie avec la Terre, qu'est-ce qui va se passer? Mais maintenant, deux électrons vont passer de la matière vers la Terre. La Terre va accueillir toutes les charges qu'on peut lui donner, et finalement, cette matière sera neutre. Et c'est la meilleure façon, finalement, de désélectriser un corps. Bien évidemment, on peut faire toucher un corps électrisé avec un corps non électrisé de même charge, et alors le faire comme ça. Alors par exemple ici on a voilà 4+, et on a un autre corps ici avec 4-. On les met en contact petit à petit, surtout si les matières sont conductrices, ça va se passer très vite. Si les matières ne sont pas conductrices, petit à petit, en fait, finalement, ça va se faire pour que le 2 soit neutralisé. Neutralisé. Ok. Et alors, on arrive à la troisième méthode de désélectrisation. Et vous allez peut-être rigoler de rien faire.
Si on laisse un objet électrisé quelque part, voilà, peu importe, dans l'armoire, ici, voilà, disons, on a 4+, ici, ces corps, et ces corps, on l'a sur la table. Ben, le contact avec l'air environnant va faire que petit à petit, ça prend du temps, mais petit à petit, il y aura 2 électrons qui vont passer de l'air vers la matière et la matière va devenir neutre. Et pour l'air qui, voilà, va circuler partout, quelques électrons n'est pas grand-chose, parce que, ben, peut-être plus tard, peut-être sur la table du labo à côté, ben, il y a une matière qui a aussi 4 électrons de plus, et c'est ces 4 électrons de plus qui vont partir dans l'air et qui, petit à petit, vont arriver chez nous. C'est vraiment une méthode qui, c'est pour sûr que ça fonctionne, mais ça quand même va prendre du temps. Et parfois, vous verrez, quand on va charger l'électroscope, qu'on va le laisser par exemple toute une nuit, et quand on va revenir le matin, on va voir qu'il est beaucoup moins chargé. Ça, c'était une expérience qu'on fait en classe. Malheureusement, cette année-ci, on n'a pas su faire ces expériences en classe, mais c'est pas grave, bah, vous pouvez l'imaginer. Alors, je vais m'arrêter là, j'ai vraiment beaucoup trop parlé et on se verra à une autre vidéo. La prochaine vidéo, je pense, c'est à propos des corps conducteurs et isolants. Alors, à très bientôt. Voilà, et amusez-vous bien entre-temps. Ciao!